Salut, bienvenue sur la chaîne YouTube et le blog Moula Causé. Nous sommes dimanche et donc du coup je me suis dit que j'allais clôturer cette Fashion Revolution Week numéro 2. J'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes si vous tombez seulement maintenant sur cette vidéo par le hasard de YouTube. L'idée de la Fashion Revolution Week, je le répète un peu vite fait, c'est par le biais du triste anniversaire de l'effondrement du Rana Plaza qui a eu lieu le 24 avril 2013. Par la suite, il y a un organisme qui a été créé à Londres qui s'appelle Fashion Revolution, qui a fait plein de petits partout avec Fashion Revolution Suisse, Fashion Revolution Belgique, Fashion Revolution France, etc., aux États-Unis, etc. Et donc l'idée c'est d'interpeller souvent via les réseaux sociaux pour plus de transparence dans la mode et de créer une mode différente, qui a comme priorité l'humain et la durabilité et l'environnement. Et donc moi, cette semaine, je me suis donné, comme l'année dernière, le challenge de créer une Fashion Revolution Week pour me mobiliser sur ma chaîne YouTube et le blog sur cette question de la mode plus éthique et durable. Et pour terminer, en fait, je voulais aborder la thématique du Made in, parce que c'est souvent quelque chose qu'on pointe du doigt, le fait que ce soit Made in China, Made in Bangladesh, Made in Cambodge, etc. Comme si c'était que ça voulait dire que le vêtement n'était pas bon, alors que je trouve que c'est un faux ami, le fait de juste regarder l'étiquette en se disant « Ah oui, mais si c'est Made in Belgium, ça veut dire que c'est impeccable » ou si c'est Made in Bangladesh, ça veut dire que c'est pas bon. C'est aussi en rapport avec le rapport Nord-Sud, comme si ce qui vient des pays riches et industrialisés, occidentaux et labellisés ok super, on peut faire confiance, et ce qui est fabriqué plutôt dans le sud, dans des pays en voie de développement, pays plus pauvres, n'est pas gage de qualité. Et je trouve que c'est un faux ami, c'est vraiment pas le débat, le fait que ce soit made in un tel ou made in un autre. En fait, je trouve que ce qui est le plus important dans le fait d'acheter un vêtement pour le consommateur, c'est la transparence de la marque qui l'achète. Le vêtement, quand vous l'achetez, le plus important c'est de pouvoir vous dire: est-ce que je connais la ligne de conduite de la marque? Est-ce que niveau des sous-traitants, ils sont clairs? Est-ce que niveau de la traçabilité des matières premières, ils indiquent bien d'où elles viennent? Et est-ce que, en fait, tout simplement, à chaque étape de la confection de ce vêtement que je vais acheter, est-ce qu'ils ont été clairs et transparents? En fait, c'est ça l'idée aussi derrière la Fashion Revolution et derrière le hashtag Who Made My Clothes. C'est taper à la porte de Puma, comme à la porte de Chanel, comme à la porte de Veja, et dire: dites-moi comment a été fabriqué ce produit, parce que je vais mettre mon argent dans ce produit, et donc en mettant mon argent dans ce produit, je deviens aussi d'une certaine manière un ambassadeur de votre marque, ou alors j'investis et je vous permets d'avoir des profits. Et donc j'aimerais savoir où ces profits vont aller et qui doit être payé quand j'achète ce produit. Et donc voilà, je pense que cette vidéo c'était un peu pour vous dire: attention, ne vous lancez pas forcément dans un espèce de protectionnisme, si on pourrait dire, parce qu'on brandit énormément l'idée du made in son pays,
est égal à nec plus ultra, alors que faut pas croire, parce qu'on a beaucoup, par le biais du Rana Plaza, pointé les pays en voie de développement en disant que les sous-traitants traitaient vraiment mal les travailleurs, mais on se rend compte aussi beaucoup que maintenant il y a aussi cette problématique avec les pays d'Europe de l'Est, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises suite à l'effondrement du Rana Plaza et à différents scandales survenus dans les pays d'Asie, qui sont venus relocaliser leurs usines de confection, de teinture, etc. En Europe de l'Est, du style en Bulgarie, et au niveau du traitement des travailleurs et des travailleuses, c'est pas joli non plus là-bas. Et par exemple, au niveau du coût salarial, pour un travailleur en Bulgarie est payé par mois à 98 euros. Cette source, elle me vient de l'organisme H-Act, qui est un organisme qui s'organise pour plus de traçabilité dans le secteur du textile, et plus d'humain aussi au niveau social, pour que les travailleurs puissent avoir un travail décent dans le secteur du textile. Et avant-hier, vendredi, j'ai été au Slow Fashion Day and Night, et cet organisme était là dans un des débats, et donc a donné ce chiffre, parce que j'ai remarqué que les 2 premières vidéos que j'ai faites toute seule, je vous ai induit en erreur, et j'en suis vraiment désolée. C'est que j'ai dit à plusieurs reprises qu'au Bangladesh, les travailleuses étaient payées 60 euros par jour, alors que pas du tout, c'est pas possible, et c'est plutôt 60 euros par mois. Et une d'entre vous, et amie Julie, si tu passes par là, salut et merci, me l'a signalé, et donc du coup je voulais remettre un peu au clair tout ça, et aussi dire mes sources, parce que l'organisme H-Act, j'ai entendu dans le débat, et les 60 euros par mois, c'est par le biais d'un podcast qui a eu lieu justement lors de la Fashion Revolution Week 2017. C'est un podcast organisé par La Poudre, où étaient conviées des femmes qui agissent dans le secteur de la mode plus durable et plus décente envers les travailleurs, comme Éthique sur étiquette, Les Récupérables, qui est une marque slow fashion, et anti-fashion, et encore d'autres. Et donc je donne beaucoup d'informations, c'est bien aussi maintenant, et on apprend comme ça aussi. Je vais un peu plus donner mes sources pour que vous sachiez d'où viennent les chiffres, ou d'où viennent l'info, quand elle est bien claire, et tout ça. Ouais, je pense que j'ai un peu fait le tour, et en conclusion, en soi, une Fashion Revolution, elle sert à quoi? C'est une nouvelle fois mettre en lumière les problèmes qu'il y a dans le secteur de l'habillement, les enjeux et les priorités à avoir, pour que le secteur devienne de plus en plus transparent, en fait, parce que c'est ça par le biais du Rana Plaza qui a été mis en lumière, et que c'est la partie visible de l'iceberg, et donc c'est plus de traçabilité à voir par différents organismes, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs dans ce secteur, mais en tout cas permettre plus de possibilités aux consommateurs de savoir ce qu'il achète, pourquoi il achète, et les conséquences de cet achat. Permettre aussi aux travailleurs et travailleuses d'avoir la possibilité de dire quand ça ne va pas, quand les conditions ne sont pas sécures pour eux, quand leur travail n'est pas justement payé. Donc créer de plus en plus l'idée de syndicats, de communication avec des organismes, ONG, pour que les travailleurs et travailleuses aient la parole, que ce soit pour les travailleurs
du Nord, dans les pays occidentaux industrialisés ou les pays du Sud. C'est la même chose pour avoir aussi que chacun puisse travailler de manière décente et répondre à ses besoins et se sentir respecté, que ce soit au siège de l'entreprise, l'employé que le patron voit tous les jours si on veut, comme celui qui travaille pour le sous-traitant et qu'on ne verra peut-être jamais, mais chacun a autant d'importance. C'est aussi redonner envie, que ce soit aux personnes qui travaillent dans le secteur ou aux personnes qui achètent, de prôner le beau vêtement, l'amour du vêtement, l'idée de on ralentit le rythme et on achète moins mais mieux. C'est aussi ça, cette fashion revolution. Quand je dis made in local, c'est pas que je dis que c'est pas bien, parce que moi-même je crée du made in Belgium, puisque je crée dans mon atelier, mais c'est plus l'idée que il faut de la transparence, parce que quelqu'un qui crée, par exemple, je vais reprendre, quelqu'un qui crée Made in France, mais que par exemple chaque chose de sa production vient de l'autre côté du monde, et que pour chaque fourniture il faut un transport immense, je trouve que c'est important aussi que l'acheteur puisse savoir si cette information, pour savoir si lui aussi a envie au niveau environnemental de promouvoir cette entreprise. C'est une information importante et donc il faut la divulguer. Ou alors par exemple comme la marque de basket Veja, qui elle est une marque française mais qui a choisi de produire au Brésil, parce qu'elles se sont dit que c'était plus intéressant de produire là-bas, parce que le caoutchouc est sur place, parce que les chaînes de montage sont sur place, parce que le tissu est sur place, et que du coup c'est plus simple de faire tout là-bas, puis après faire parvenir par transport les baskets finies en Europe, aux États-Unis, etc., là où les gens veulent les acheter. Et donc je trouve que c'est aussi ça, penser slow fashion, c'est réfléchir sous quel modèle on veut mettre en place son projet, et le communiquer aux acheteurs pour que les personnes qui encouragent notre projet sachent ce qu'ils achètent. Voilà, je pense que j'ai vraiment fait le tour de tout ce que je voulais partager aujourd'hui. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ce que j'ai partagé, et si vous avez des remarques, des commentaires, des suggestions, mettez-les en dessous de cette vidéo et je prendrai plaisir à les lire et à relayer et à échanger avec vous. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la prochaine. Bye bye!